Voilà, je voulais d'abord remercier la Société d'études céliniennes de m'avoir accueilli pour ce colloque. Alors je les remercie d'autant plus, je vous remercie d'autant plus que je ne suis pas du tout une spécialiste de Céline. J'ai toujours été une grande lectrice de Céline, mais je n'en suis pas ce qu'on appelle une spécialiste. Par contre, effectivement, je suis ce qu'on peut appeler une spécialiste d'Antonin Artaud, et c'est à ce titre que j'ai récemment, effectivement, publié un ouvrage qui s'appelait Antonin Artaud dans la guerre, qui prenait la problématique de la guerre depuis la guerre de 1914-18 jusqu'à la guerre de 39-45, et je dirais même au-delà, puisque finalement, dans le cas d'Artaud, ça se terminait essentiellement avec la vision d'Hiroshima. Donc toute la problématique de la guerre, des deux grandes guerres mondiales, qui ont été un champ de recherche pour moi assez considérable pendant quelques années, et qui ont abouti donc à cet ouvrage qui prend en tenaille, et ça c'est très important aussi bien pour Artaud que pour Céline, et également les autres auteurs dont je parle, qui sont par exemple André Masson, André Breton et bien d'autres, la tenaille des deux grandes guerres mondiales, qui en fin de compte ramasse le tout en un processus qui est un processus de guerre continuée. Et en fin de compte, la grande découverte qui a été celle, si vous voulez, de cette recherche, c'est qu'en fin de compte, entre les deux guerres, entre 1919 et 1939, il y a 20 ans qui s'écoulent, et en fin de compte, c'est extrêmement réduit, et on s'aperçoit, et je me suis aperçue dans ma recherche, qu'en fin de compte, toute la guerre de 39-45 était véritablement déjà en germe, qu'elle se préparait, et qu'il y avait une continuité extraordinaire et affreuse, il faut bien le dire, entre ces deux guerres. Et Artaud et Céline, comme beaucoup d'autres auteurs, ont été littéralement pris dans cette tenaille. Alors, je vais bien sûr élargir un petit peu la question des rapports d'Artaud et de Céline, en parlant de ce que j'appelle des destins croisés, en examinant comment, en fin de compte, à un certain moment, ils se sont croisés. Il y a une date précise à laquelle ils se rencontrent. Et puis, par ailleurs, bien sûr, il y a ce que j'appelle cette guerre continuée qui va les réunir, qui réunit à la fois les personnages, les œuvres, d'une manière, il faut bien le dire, assez terrifiante, même si ce terrifiant a aussi des aspects carnavalesques, des aspects outrés, mais en fin de compte, à ce niveau-là, la réalité de la guerre et des deux grandes guerres du XXe siècle rattrape, hélas, ce caractère carnavalesque et outré, parce que la réalité, ici, en fin de compte, est quelque chose d'absolument terrible. Alors, je vais partir de quelques exergues. J'aurais pu en trouver bien d'autres, parce qu'évidemment, c'est proliférant dans les deux œuvres, tout ce qui concerne la guerre et tout ce qui concerne la haine, la colère qui est réactive face à cette guerre continuée. En fin de compte, c'est quelque chose qui est présent dans toute l'œuvre de l'un et de l'autre. Alors, je vais prendre d'abord un exergue général que j'emprunte à Antonin Artaud. C'est un texte extrait des Cahiers du retour à Paris, donc qui date des environs de 1946 ou 1947. Artaud dit ceci, et c'est une phrase que finalement Céline peut-être aurait pu aussi prononcer. « J'ai à demander compte à cette société de quelques centaines de milliards d'inopportuns enfants qui n'ont servi qu'à faire de la chair à canon et à mitraille et de la daube pour les tombeaux. » Alors face à l'horreur, si vous voulez, de ce qu'a représenté la guerre et ces deux grandes guerres du XXe siècle, il va y avoir, aussi bien de la part d'Artaud que de la part de Céline, une face que je vais appeler complètement réactive, c'est-à-dire qu'ils vont réagir par la colère, par la haine, et par ce que je vais appeler aussi leur être guerrier. Parce que aussi bien l'un que l'autre, en fin de compte, sont tous les deux fondamentalement des êtres dressés, en colère, des êtres qui veulent s'opposer au monde, s'opposer à la réalité, s'opposer au pouvoir en place et à ces gouvernements qui leur ont imposé et qui ont imposé à des millions d'hommes ces deux guerres terribles du XXe siècle. Alors, concernant justement cette face réactive et ce que j'appelle cet être guerrier, deux exergues, deux phrases, l'une toujours extraite des cahiers d'Antonin Artaud, les cahiers de Rodez, donc aux environs de 1945-46. Artaud dit ceci,
et vous voyez qu'il réagit d'une manière très violente, en particulier face à son internement, mais face aussi à la guerre qui entoure ce processus de l'internement, puisqu'il a été interné de 1937 à 1946, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'il dit. « Moi, Antonin Artaud, asile de Rodez, je vais assassiner toute la terre. » Bon, et des phrases de cette violence-là, il y en a, je dirais, partout dans l'œuvre d'Artaud, en particulier dans la dernière partie de l'œuvre, les 406 cahiers de la fin de la vie, et toutes les lettres encore inédites de la période asilaire, qui sont remplies de textes d'une violence absolument extrême. Alors, j'emprunte également une phrase à Céline. Bon, il y en aura évidemment bien d'autres. Alors, dans une lettre de Céline à Paraz, le 1er juin 1947, voilà ce que dit Céline. « Une immense haine me tient en vie. Je vivrais 1000 ans si j'étais sûre de voir crever le monde. » Bon, donc, phrase également d'une extrême violence. Je sais bien qu'elle peut être contrebalancée par beaucoup d'autres formules, qu'elle serait à contextualiser, mais dans les deux cas, on a ce qu'on peut appeler une colère radicale. Alors, cette colère radicale, eh bien, c'est justement ce que je vais découvrir dans l'unique rencontre réelle qui a été celle de ces deux personnages, Antonin Artaud et Louis-Ferdinand Céline, puisqu'on sait, par un témoignage, qu'ils se sont rencontrés en 1936. Donc, je dirais probablement fin 1936, tout début 1937. Donc, vous voyez, on est quand même dans les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Artaud et Céline, qui sont deux destins évidemment singuliers, divergents, à un certain moment se croisent, à un dîner, fin 1936, début 1937, en compagnie de leurs éditeurs communs, Bernard Still et Robert de Noël. Rencontre qui a été certes circonstancielle, bon, qui a été, on le pense, unique, puisque je ne crois pas qu'il se soit revu. C'est un point de jonction et de suture qui est tout à fait passager entre deux personnages importants du monde des lettres, et ces propos ont été rapportés par l'écrivain, scénariste et réalisateur de films, Carlo Rime. Bon, ces quelques paroles sont à peu près tout ce qu'on connaît donc de la relation réelle des deux hommes. Alors, cette rencontre s'effectue dans la foulée de la parution de Mort à crédit. Mort à crédit, je vous le rappelle, avait été mis en vente le 12 mai 1936. Alors, Carlo Rime date cette rencontre du 14 mai 1936. Cette date du 14 mai est impossible, pour la bonne raison qu'à cette époque-là, Artaud est au Mexique. Il est parti au Mexique début 1936 et il rentrera en France à la mi-novembre 1936. Donc, si rencontre il y a eu, elle a eu lieu fin 1936 ou début 1937. Il paraîtrait que, par ailleurs, que Céline était le 14 mai 1936 en Angleterre. Alors, à ce dîner sont présents les de Noël, Céline, Artaud, Robert Desnos, Yuki Desnos, Carlo Rime bien sûr, etc. Alors, durant ce dîner, une remarque, nous dit Carlo Rime, une remarque à connotation antisémite et anti-Léon Blum de Céline amène de la part de l'une des convives qui est présente à répondre en souriant « J'aime beaucoup les Blum et je suis juive ». Céline réplique en riant « Rassurez-vous, je ne suis pas assez bête pour être antisémite. Je suis anti-tout. » Voilà. À ce moment-là, Artaud, qui n'avait encore rien dit, rétorque « Je suis comme vous, un homme en colère. » Céline hausse les épaules, son œil s'est éteint. Faut encore aimer la vie pour se foutre en colère. Est-ce que j'aime la vie? C'est trop plein de cons, la vie. À ce moment-là, Artaud, péremptoire, comme il savait l'être, lui dit « Oui, vous aimez la vie. » Et Céline, finalement, concède « C'est vrai, j'aime la vie. Je suis comme vous, donc un homme en colère, etc. » Alors, vous voyez bien que cette formule, bon, ce qu'on pourrait essentiellement retenir de cette rencontre, évidemment la colère, la haine, bon, tout le petit théâtre qu'on peut imaginer entre Artaud et Céline, qui chacun des personnages, évidemment, joue son rôle. Bon, on a affaire à deux anti-tout.
Et ça, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose de très, très caractéristique quand on lit Céline, et quand on regarde également quelle a été la trajectoire d'Artaud, on se rend bien compte qu'ils ont toujours fait tout ce qui était en leur possible, d'une certaine manière, pour se mettre tout le monde à dos. C'est très caractéristique de la part de Céline, qui, durant l'occupation, bien qu'il fréquentasse en quelque sorte, si vous voulez, les Allemands, avait réussi cependant à se mettre à dos un certain nombre d'Allemands qui trouvaient qu'il n'était pas très conforme à ce qu'aurait dû être un intellectuel français. Alors, ce côté anti-tout, on pourrait le rapprocher bien évidemment de Léon Bloy et de la dimension de l'anti-tout qu'a été également Léon Bloy qu'appréciait particulièrement Céline. Alors je rappellerai une citation de Léon Bloy, extraite de son journal, et qui est citée dans le tome que François Gibault a consacré à Céline, le troisième tome, Cavalier de l'Apocalypse. Alors voilà ce que dit Léon Bloy. « Je ne suis et ne veux être ni Dreyfusard, ni anti-Dreyfusard, ni antisémite. Je suis anti-cochon, simplement et à ce titre l'ennemi, le vomisseur de tout le monde à peu près. Avec moi, on est sûr de ne prendre parti pour personne, sinon pour moi contre tout le monde, et d'écoper immédiatement de tous les côtés à la fois. » Bon, Artaud était exactement le même. Il avait les mêmes attitudes, en particulier en société. Artaud et Céline sont donc deux anarchistes, deux anti-tout, et on comprend bien que leur rapport à la question de l'ordre soit extrêmement compliqué. De ce point de vue-là, je rappellerai qu'Artaud, dans Héliogabale, à propos de l'anarchisme, disait qu'en fin de compte, l'anarchiste était quelqu'un qui avait une telle image de perfection de l'ordre qu'il n'en supportait aucun. Donc, en fin de compte, l'anarchiste, ce serait celui, si vous voulez, qui pratique une certaine forme d'utopie de la perfection, d'un ordre parfait, et qui, parce qu'il ne le trouve pas, en fin de compte, en vient à une attitude de destruction, d'anarchisme radical. Alors, on comprend bien, évidemment, que sur le plan politique, cela puisse amener à des prises de position ambiguës ou impossibles. Et ça a été le cas aussi bien chez l'un comme chez l'autre. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, évidemment, la question des connotations antisémites de ce fameux dîner qui avait eu lieu chez De Noël et Steele. Bon, il faut savoir qu'en 1936-1937, Artaud va bientôt partir pour l'Irlande. Bon, il vient de publier un ouvrage assez étrange qui s'appelle « Les nouvelles révélations de l'être » et il commence à y avoir chez Artaud également des relents antisémites. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi chez Artaud une certaine forme d'antisémitisme beaucoup plus restreinte et cantonnée que chez Céline, qui s'est exprimée, je vous dis, essentiellement à partir du moment, d'ailleurs, où Artaud a commencé à dériver, puisque les voyages ont représenté pour lui une espèce de dérive fondamentale, l'Irlande qui a suivi le Mexique, et au Mexique déjà il y avait eu cette espèce de dérive fondamentale, et puis le moment également où il va y avoir énormément de relents antisémites, ça va être la période asilaire, puisque durant la période asilaire, en particulier durant la période de Rodez, dans les cahiers, il y a des textes extrêmement rudes sur ce qu'on pourrait appeler la question juive. Alors, par ailleurs, je voudrais poser la question du rapport toujours d'Artaud et de Céline. En fin de compte, est-ce que l'un et l'autre ont pu connaître leurs œuvres respectives? Il faut se rappeler qu'ici, on est en 1936. Alors, y avait-il à ce moment-là connaissance de l'œuvre d'Artaud par Céline? Bon, on n'a rien qui nous le dise, et apparemment, je ne pense pas, parce que le Artaud de 1936, qui à l'époque, du point de vue de son image, est encore proche du surréalisme, du théâtre, et qui n'a absolument pas l'aura sulfureuse qu'il aura à sa sortie de Rodez en 1946, je ne pense pas que le personnage d'Artaud ait pu véritablement intéresser Céline au point qu'il se soit penché sur lui. Voilà, alors maintenant, la question reste ouverte. Si quelqu'un trouve, évidemment, dans la biographie de Céline ou dans un texte quelconque, si vous voulez, une référence à Artaud, évidemment, ce serait tout à fait intéressant de le découvrir. Alors, inversement, puisqu'on a l'impression qu'à ce dîner, Artaud connaissait quelque chose de Céline. Il lui dit « Vous êtes un homme en colère ».
Donc on sent bien qu'il a dû suivre un petit peu ce qui s'est passé autour au moins de Mort à crédit et peut-être du Voyage publié en 1932. Donc je pose la question, Artaud avait-il lu Le Voyage, 1932, Mort à crédit, 1936? Cela n'est pas certain. Il ne faut cependant pas oublier qu'Artaud fréquentait régulièrement l'éditeur de Noël, qui était aussi bien sûr l'éditeur de Céline, et également la femme de Noël, Cécile de Noël. Artaud avait l'habitude, quand il passait chez ces différents éditeurs, de ramasser et de fourrer dans sa poche tout ce qu'il pouvait y avoir à lire. Artaud, en réalité, avait une culture énorme et il avait toujours, effectivement, l'œil ou l'oreille qui traînait et il absorbait, si vous voulez, tout ce qui se passait dans la société, les idées qui circulaient, etc. Alors, il n'a peut-être pas lu, ou il a peut-être lu de manière marginale, mais il est possible aussi, effectivement, qu'à cette époque, alors qu'il passait chez de Noël, eh bien, il ait pu avoir en main, au moins, l'ouvrage de Céline. Bien. Alors, vous voyez que la suture qui est effectuée ici entre les deux individus, Artaud et Céline, est mince. Elle me paraît toutefois grandement significative parce qu'elle est articulée, alors sur le fond de la question de l'antisémitisme, mais qui n'est pas ici, bien sûr, la question centrale, elle est articulée autour de la colère et de l'amour de la vie. La deuxième partie, évidemment, de la formule d'Artaud, c'est « vous aimez la vie », l'amour de la vie. Donc la colère et l'amour de la vie, qui sont deux formes d'affirmation de soi, des formes de puissance réactive. Alors, je vais maintenant effectuer un flashback, un total, puisque là nous sommes en 1936, flashback total, et revenir en arrière à la période de 1914-1918 et revenir au contexte de la guerre et des deux grandes guerres mondiales. Alors, je prolonge ici des problématiques que j'ai évoquées dans Antonin Artaud dans la guerre, de Verdun à Hitler, l'hygiène mentale. Ça, si j'ai le temps, je reviendrai un petit peu sur l'hygiène mentale, parce que vous aurez remarqué qu'on a beaucoup parlé de l'hygiène, de la question de l'hygiène dans ce colloque, et il y a cette autre notion d'hygiène mentale qui, je crois, est très intéressante. Alors, il y a une tenaille ici dans laquelle tout se tient, 39-45 et 14-18, un lien entre deux grandes guerres, donc une fresque qui va s'étendre sur un certain nombre d'années. Alors, en 1914-1916, il faut bien dire que les écrivains, les artistes, tous les adolescents entrant à peine dans le monde des adultes, à l'époque, ils se sont tous retrouvés à peu près sur les mêmes lieux des conflits, des bagarres. Et dans le livre que j'ai donc écrit récemment, eh bien, il y a non seulement évidemment Antonin Artaud et Louis Céline, qu'on retrouve à peu près, puisque à 2 ans d'intervalle, ils ont dû se croiser à peu près sur les mêmes champs de bataille, au niveau de Ypres, la Somme, etc. Et il y a non seulement évidemment Artaud et Céline, mais il y a André Breton qui, lui, a une histoire particulière puisqu'il va investir la Première Guerre mondiale, j'oserais dire, comme médecin. Il y a également André Masson, qui très très vite va être blessé et va connaître à peu près la même histoire qu'Artaud et que Céline, c'est-à-dire blessure, rapatriement à l'arrière et expérience, je dirais, de l'hôpital, qui dans beaucoup de cas d'ailleurs va être non seulement l'hôpital tout court, mais également l'hôpital psychiatrique. Et même Céline, alors ça je le dis parce que c'est important, au cours de mes recherches au Val-de-Grâce, nous avons retrouvé un document qui jusqu'ici était inédit sur Céline et un document qui montre, qui parle de la fameuse opération qu'a subie Céline, alors non pas au Val-de-Grâce même, mais à l'hôpital Brousse de Villejuif où il a été opéré. Alors c'est un document administratif qui d'ailleurs est intéressant parce que le nom de Détouche se trouve sur le registre exactement au-dessus de celui de son ami Milon. Tous deux ont été opérés à peu de jours près et donc ils se suivent sur le registre. Alors je vous lis rapidement le résumé que j'ai pu tirer de tout ceci. Alors dans ce document qu'on a retrouvé au Val-de-Grâce, le maréchal des logis Louis Détouche du 12e régiment de cuirassiers est entré en traitement à l'hôpital Brousse de Villejuif dirigé par Joseph Babinski, le grand Babinski, le 30 décembre 1914, opéré pour sa paralysie radiale le 18 janvier 1915. Ce document a été conservé dans les archives du service psychiatrique
et non dans celui des troubles fonctionnels. Céline fut très réticent à la perspective d'une opération visant à l'amélioration de son bras. C'est Gustave Roussy, qui deviendra le fameux docteur, le fameux Bétombe du voyage au bout de la nuit, qui arrivera à persuader Céline de se faire opérer. En réalité, Céline avait très peur qu'on l'ampute, bon, tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était évidemment très très fréquent. Bien, et alors on note dans ce document la présence d'Albert Milon, etc., etc. Voilà. Alors donc ça, c'est un document qui était un document intéressant, inédit, qu'on a retrouvé donc à cette occasion. Alors donc, à la même époque, il y a aussi André Masson, Céline, et il y a aussi, j'insiste là-dessus parce que évidemment c'est assez étonnant, il y a aussi Adolf Hitler. Adolf Hitler va faire la guerre sur les mêmes lieux, et d'ailleurs il monte au front le lendemain du jour où Céline est blessée. Céline est blessée, et puis le lendemain, le régiment List intervient, et Hitler entre déjà, d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la fameuse légende. Alors, ce qui est important, évidemment, et ce que j'ai mis à jour dans ce livre, c'est que la psychiatrie a joué un rôle très important pour tous. Vous voyez, il est bien certain que, au cours de son hospitalisation, Céline a aussi fréquenté les psychiatres et la psychiatrie. On a dû très vite s'apercevoir que le problème n'était pas là, mais malgré tout, ils étaient examinés de ce point de vue-là. Artaud, quant à lui, il va être très vite, vous voyez, il est envoyé au front en août 1916, 2 ans après, puisqu'il est né 2 ans après Céline. Il va être envoyé au front très vite, alors ça parce que j'ai retrouvé aussi le registre du matricule militaire d'Artaud à Marseille, qui est aussi un document inédit, et dans lequel il est dit qu'au bout de quelques mois, Artaud est retourné dans un service auxiliaire, on n'arrive pas à savoir lequel, puis première réforme temporaire, deuxième réforme temporaire, troisième réforme temporaire, et ce qui fait que Artaud très vite va être confronté à la psychiatrie de guerre de l'époque, qui est une psychiatrie absolument terrible, et il va par ailleurs non seulement être confronté à la psychiatrie de guerre, mais une fois réformé, il va partir de manière systématique pendant 5 ans de suite dans des maisons de santé. Ses parents vont l'envoyer dans des maisons de santé qui très fréquemment d'ailleurs se trouvent dans des asiles ou côtoient des asiles. On n'en sait pas grand-chose, parce que dans le cas d'Artaud, il y a quelque chose de très difficile pour toutes les recherches, c'est le secret médical. Donc on se heurte, j'ai toujours été aussi loin que je pouvais dans les recherches, mais on se heurte donc toujours au problème du secret médical. Et donc c'est très difficile d'en savoir plus. Alors la guerre. Donc on a affaire ici à 2 guerriers, mais qui sont très très différents au départ. Le cuirassier des Touches, lui, il a devancé l'appel en 1912, 2 ans avant la guerre. Il se retrouve au front en 1914, et son aptitude, je dirais, de ce point de vue-là, et sa psychologie est très différente de celle d'Antonin Artaud, qui à l'époque est en quelque sorte un adolescent prolongé, très très couvé par la famille. Il n'a pas du tout la dimension en quelque sorte d'adulte qu'avait déjà Céline, qui déjà devance l'appel, 1912, alors que lui, Antoine-Marie Joseph, il devient soldat d'infanterie au 3e régiment de Digne en août 1916. Il est 3 fois réformé. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, Artaud donc, est à nouveau réformé temporaire, tout à fait à la fin de la guerre, ce qui lui vaudra d'être rappelé en 1940. En 1940, à Marseille, on va le chercher partout pour l'enrôler. Et il va donc être déclaré insoumis. Et il faudra un certain temps à l'administration pour découvrir que le fameux Antoine-Marie Joseph, Artaud, il est tout bonnement interné psychiatrique depuis 1937. Alors, à un certain moment, évidemment, il a été rayé de l'insoumission, puisque l'administration s'est rendue compte du problème. Je précise d'ailleurs qu'Artaud n'a jamais dû savoir ce que je viens de vous dire ici, parce qu'on l'a découvert, évidemment, dans la feuille du registre matricule, mais il n'a jamais dû savoir, quand il était interné à Villévrard en 1940, il n'a jamais dû savoir que les militaires le recherchaient pour le remettre comme soldat. Alors, leur engagement, par ailleurs, dans le conflit pour tous deux, il a été de courte durée.
Ça aussi, c'est très intéressant, parce que dans les deux cas, bon, vous savez que Céline, bon, donc il part au front tout de suite dès le début de la guerre de 14, il est blessé quelques mois après, et ensuite, il va être dans des services auxiliaires, puis être réformé et partir en Afrique, à Londres, etc. Donc, très très courte durée, ce qui ne va pas empêcher, peut-être même au contraire, la violence du trauma, la force du trauma, et le fait que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a emmagasiné, va ensuite revenir. Alors ça, je reviendrai sur ce problème du retour, en quelque sorte du refoulé. On verra comment ça revient. Alors, Artaud, lui, de la même manière, a-t-il été au front? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas véritablement trancher. Moi, je pense qu'il y a été très peu de temps, qu'il y a été 2-3 mois, entre août et novembre, et au moment où il est classé dans un service auxiliaire, lequel je ne sais pas. Alors, on peut aussi se dire qu'il n'y a pas été du tout, qu'il a tout de suite été à l'infirmerie. Il va être réformé. Pourquoi, Artaud? Pour nervosisme, troubles mentaux, somnambulisme, et ça se répétera à chaque fois. Alors, Artaud a-t-il joué au fou ou avait-il des troubles réels? Ça, c'est une question cardinale, ingérable, puisqu'il y avait probablement les deux. Bon, mais il a été... Et ce qui est probable, par contre, c'est que les 5 années qu'il a passées entre 1915... Bon, parce qu'en 14, il avait déjà été, si vous voulez, ajourné parce que trop jeune. Et c'est à ce moment-là que ses parents l'avaient en quelque sorte planqué. Vous voyez, planqué dans les maisons de santé. Donc on lui avait créé probablement un système de nervosisme, un enfant qui était sans doute assez doué intellectuellement, mais fragile peut-être, ou manifestant, si vous voulez, un certain nervosisme. Et donc ça a certainement été avivé par les séjours répétés en maison de santé. Ce qui est important aussi à noter, on le verra par rapport au thème de l'errance dont je parlerai tout à l'heure, c'est que Artaud, en fin de compte, ne reste pas au même endroit, dans la même maison de santé. Il va en faire toute une série, toute une kyrielle, et entre chaque séjour, il revient un petit peu dans sa famille à Marseille, où ça se passe mal, parce que, bon, évidemment, on ne peut pas, on comprend très bien que ça ne puisse pas se passer bien. Donc, dans les deux cas, c'est de courte durée, mais la puissance du trauma, associée à ce que Céline nomme l'imagination de la mort, c'est-à-dire la représentation de la mort. Vous savez que c'est quelque chose de très important chez Céline. Bon, il dit en fin de compte, le courage à la guerre, c'est essentiellement lié à un aveuglement. Mon chef qui part au combat, là, tout fier, bon, il ne se rend pas compte, il ne voit pas. Et puis à l'arrière, il y a des gens qui apparaissent comme des couards, qui ont peur. Mais ils ont peur parce qu'ils ont de l'imagination, ils voient, ils prévoient. Et Artaud et Céline sont dans le même cas. Au moment de la guerre du Rif, dans les années 20, Artaud, à un moment, sera convié par ses amis surréalistes à s'exprimer sur la guerre du Rif. Et alors, il écrira un texte dans la revue Clarté, par les communistes, et il écrira un texte dans la revue Clarté en disant « Je suis un couard, j'ai eu peur. La guerre, ça me fait peur. » Et il osera dire, effectivement, ce que Céline déjà avait dit, c'est-à-dire ce même phénomène, c'est-à-dire le trouble mental, la représentation. Hier, on a beaucoup parlé d'hallucination, vous voyez. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important, cette espèce d'hallucination ou d'hallucinose. Alors, j'emploie ici le terme d'hallucinose parce que je crois qu'il faudrait bien distinguer entre ce qu'on appelle l'hallucination, qui est un trouble dans lequel le patient, on va dire, croit à la réalité de son trouble. Il croit vraiment qu'il a une vision. Bon. Alors que dans l'hallucinose, c'est beaucoup plus subtil, complexe. Le patient, ou la personne, si vous voulez, bon, en fin de compte, a ce qu'on peut appeler une vision, mais comprend que ça n'est qu'une vision. Vous voyez, il y a une nuance. Et on peut imaginer, d'ailleurs, entre l'hallucinose et l'hallucination, toute une série de degrés. Parce qu'en réalité, ça n'est pas si simple, il n'y a pas un grand éclat, une grande vitre de séparation. Il y a au contraire des liens qui quelquefois sont très ténus. Donc c'est l'imagination de la mort qui va les hanter et qui va provoquer en eux une haine et une colère. Alors désormais, pour toute leur vie, on peut dire que la guerre, l'état guerrier, la guerre comme état de fait permanent, va constituer le creuset qui va alimenter et entretenir les façons d'être et les œuvres d'Antonin Artaud et de Louis-Ferdinand Céline. Alors, dans les lettres
Céline adresse à Albert Parraz en 1947, il lui écrit ceci par rapport à la guerre. « C'est la brutalité, tu vois, que j'ai en horreur absolue. Je suis médecin à cet égard plus que tout. Tant pis pour moi. J'ai fait la guerre 14-18 avec horreur. J'aurais voulu tout faire pour l'empêcher. Bon, il n'a pas réussi à l'empêcher, donc tant pis pour moi. » Bien, alors, donc Céline, engagée dans le camp des cuirassiers, est blessée en 14 du côté de Poelcapelle, non loin d'Ypres. Et plus tard, évidemment, il va entretenir toute une légende autour de cette blessure. Ça sera la légende, la fameuse légende de sa trépanation. Alors, je ne poursuis pas parce que je suppose que vous connaissez bien toute cette problématique, qui est d'ailleurs très intéressante. En fin de compte, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette histoire de trépanation, de la part de Céline, non seulement ça sert évidemment à exagérer, à amplifier, mais en fin de compte, comme le disait hier François Gibault, de manière, je pense, extrêmement juste, il y a quelque chose de réel derrière. Parce qu'il y a toujours, chez Artaud aussi c'est pareil, hein, il y a toujours quelque chose de réel derrière les exagérations, c'est qu'il a été auparavant blessé à l'oreille. Et il a sans doute alors ressenti les effets de ce qu'on appelait le vent d'obus. Le vent d'obus qui entraînait des vertiges considérables, des troubles, plus tard, bon, évidemment, ce qu'on appelle la maladie de Ménière, avec des systèmes d'acouphènes. Et toute sa vie, effectivement, Céline aura des acouphènes, sera atteint d'une maladie de l'oreille, et comme il le dira, il aura en permanence des trains qui lui déboulent dans la tête. Donc, il y a cette première blessure qui va être suivie de la deuxième au bras. Bien, alors, Artaud, lui, il est donc réformé et il quitte l'espace propre de la guerre pour se retrouver dans des maisons de santé qui sont des maisons de santé privées dont j'avais beaucoup parlé dans ma biographie, la biographie d'Artaud que j'avais publiée en 2006, parce que je crois qu'elles ont été extrêmement importantes, ces maisons de santé, pour la création des troubles mentaux d'Antonin Artaud. En fin de compte, je pense que c'est là que tout s'est constitué. Alors, la guerre des tranchées de 1916-1917, Artaud va ensuite la réexpérimenter dans le cinéma. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'en 28 et 32, il y a 2 films qui vont sortir dans l'après-guerre, qui seront d'une part Verdun, Vision d'histoire de Léon Poirier et Les Croix de bois de Raymond Bernard. Dans les 2 cas, Artaud a un rôle secondaire, mais suffisant, pour qu'il soit très intéressant d'analyser ce qui se passe. Alors, en particulier pour Verdun, Vision d'histoire, Léon Poirier avait voulu que tout se déroule comme si on était dans la réalité. Il avait engagé des soldats rescapés qui ont joué sur les lieux mêmes de Verdun, et ils ont tourné dans les conditions avec le barda sur le dos, dans la boue, etc., l'époque qui convenait. Bon, et Artaud écrit à ses correspondants à ce moment-là, comme s'il était dans la vraie guerre. Il leur écrit « J'ai vécu mais des journées épouvantables, barda sur le dos, etc. » Bon, donc ils revivent, vous voyez, où ils vivent le trauma de Verdun. Et dans Les Croix de bois, on retrouve aussi, dans Le Croix de bois, il joue le rôle d'ailleurs aussi d'un personnage assez hystérique. Et dans une des scènes de ces films, on voit en particulier quelque chose d'étrange qui est le phénomène de ce que les médecins appelaient le crisard. Les crisards de la guerre de 14, ce sont ces blessés, souvent sans blessure apparente, mais blessés psychiques, qui ont vu un obus qui a éclaté tout près d'eux, ils ont eu le vent d'obus probablement, ils ont des blessures qui ne sont pas apparentes, des troubles qu'on ne peut pas assigner effectivement à des traumas physiques, mais en fin de compte, ils sont complètement perturbés. Et c'est ce que les médecins appelaient les crisards. Et il y a eu, à cette époque-là, énormément et beaucoup de... Alors, c'est à cette époque, d'ailleurs, que... on pourrait parler du système aussi de l'errance. Et l'errance, vous verrez, c'est quelque chose qui est très important durant chez les deux artistes. Alors, je voudrais maintenant évoquer un petit peu, avant de passer à la suite, la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, vous voyez que j'ai pris absolument la totalité des 2 guerres. Alors, que se passe-t-il pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, Artaud est interné dans les asiles, Sainte-Anne, Villévrard, puis Rodez. Il faut se rappeler la situation des asiles en temps de guerre. Pénurie extrême qui a entraîné faim, froid, pénurie de toutes sortes, et qui a fait que énormément de malades mentaux, on le sait, sont morts de faim dans les asiles psychiatriques. C'est d'ailleurs ce problème de la faim qui va amener Desnos et la mère d'Artaud et le docteur Ferdière à faire tout pour qu'en 1942, Artaud quitte Villévrard, où il a enregistré, sa courbe de poids a complètement chuté, on peut la voir, on l'a complètement chuté, et on l'emmène à Rodez pour qu'il puisse au moins être nourri. Et à Rodez, bon, effectivement, il va arriver, il sera nourri, et dès qu'il sera d'ailleurs assez engraissé, assez costaud pour pouvoir supporter l'électrochoc, à ce moment-là, autre problème, vous voyez, c'est d'ailleurs affreux de voir ça, bon, il va passer à l'électrochoc qu'il avait déjà connu antérieurement à Villévrard. Enfin, je ne veux pas vous raconter tout le détail parce qu'on ne s'en sortirait pas. Bon, et il va sortir, donc il connaît les asiles dans la période la pire, et il ne faut pas oublier en plus qu'il y reste dans les asiles 9 ans. Vous voyez ? Et il a eu certainement aussi beaucoup d'autres traitements, probablement de l'insuline, je pense qu'il a eu de l'insuline, en tout cas Ferdière en réclamait à Rodez, donc il est probable qu'il en a eu aussi un petit peu à Rodez, mais déjà avant, probablement à Sainte-Anne. Alors, Céline, lui, il vit d'abord l'exode, il a raconté comment il était parti de Besançon en ambulance avec une grand-mère et 2 nouveau-nés, et il a raconté tout le périple, et ensuite il vit à Paris les temps de l'occupation. En 1944, c'est l'exil, dont il reviendra en 1951. Donc, alors je passe sur toutes les péripéties que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi de Céline sous l'occupation et puis tout ce qui viendra après. Bon, sinon que dans les 2 cas, évidemment, vous voyez, il y a des aventures, toute une complexité de situations qui se produisent et pour l'un et pour l'autre et qui sont certainement, pour une part, dues à la guerre, sinon pour au moins une grande part accentuée par la problématique évidemment de la guerre. Par exemple, on peut se demander, Artaud ne serait-il pas sorti plus tôt de l'asile s'il n'y avait pas eu la guerre ? Je pense que c'est probable. Et autre phénomène, Artaud à un certain moment a été déplacé jusqu'à Rodez, ce qui était bon parce que ça lui a permis de survivre, de manger. Mais en fin de compte, aurait-il connu les électrochocs autrement ? Serait-il sorti autrement ? Enfin, bon, ils auraient vécu, évidemment, une autre vie. La guerre, ils ont été pris dans la tenaille de la guerre. Et Artaud, d'ailleurs, avait tout à fait conscience en même temps de ce qui se passait autour de lui. Donc, il vivait la guerre. La guerre, elle était aux portes de l'asile, mais les malades mentaux avaient des informations, quelquefois un peu transformées, etc., mais savaient ce qui se passait à l'extérieur. Et en 1946, donc une fois qu'il est revenu à Paris, Artaud écrira à Pierre Bousquet en lui disant que lui aussi s'est senti déporté, comme lui, Pierre Bousquet. Et dans les asiles de l'époque, il disait qu'il avait été transporté d'asile en asile comme un paquet qui n'a pas droit à la parole. Donc cette espèce de déportation et d'errance qui va exister dans les 2 cas. Donc tous 2 se sont retrouvés comme des millions d'individus pris dans le contexte de 2 guerres mondiales. Eux-mêmes, alors à ce moment-là, vont mener leur propre guerre, dressés qu'ils sont dans leurs convictions. Il y a en chacun d'eux de l'être guerrier, mais pas au sens de l'institution. Il va s'agir de 2 anarchistes qui mobilisent toute leur puissance et leur force à l'encontre d'institutions qui ont pour fonction de niveler et passer outre au pouvoir des individus. Alors, il arrive fréquemment à Céline, on l'a vu, de manifester sa haine de la guerre. La guerre, il n'en veut pas. Alors, est-ce la même chose pour Artaud ? Là, vous voyez, il y a un problème très compliqué. Artaud, je pense, était beaucoup plus virulent encore que Céline de ce point de vue-là, puisque Artaud, en particulier à la fin de sa vie, n'hésite pas à appeler en permanence à la destruction, voire à la destruction de tout le genre humain. À un certain moment, en 1946, il se promène dans le métro avec Jacques Prével, et puis, dans le métro, Artaud regarde les gens autour de lui, et il lui dit à Prével, « Oh, tous ces gens autour de moi, etc., eh bien, je voudrais qu'il y ait plusieurs Hiroshima pour les détruire. »
Donc c'est une violence extrême. Alors on peut dire, bon, c'est une provocation de la part d'Artaud, il y a certainement une part de provocation, voyez. Mais en même temps, c'est comme l'humour, la provocation, il y a toujours un sens à l'arrière-plan. Et il l'a dit à plusieurs reprises, hein, je voudrais voir l'humanité disparaître. C'est donc cette espèce de nihilisme et de pessimisme fondamental d'Artaud, qui, de ce point de vue-là, va peut-être encore plus loin. Je ne le sais pas, hein, bon, il faudrait examiner, je pose la question, que Céline. Alors, vous voyez que la guerre, elle va être donc pour Céline comme pour Artaud, par rapport à la société, par rapport à l'état des institutions, par rapport aux choses, elle va être à la fois défensive, hein, il s'agit de se protéger, et offensive, ils sont toujours tous les deux, le goût pour l'invective, le pamphlet, l'attaque. Hein, l'attaque est quelque chose d'excessivement important. Et alors maintenant, évidemment, il ne faut pas oublier que dans tout offensif, il y a du défensif, et inversement. Alors, la guerre de Céline contre les institutions, contre la société, et d'une certaine manière contre lui-même, va donc être menée, ce que j'appelle tambour dissonant, et non pas tambour battant, d'un bout à l'autre de l'œuvre. La guerre fut pour lui un grand désastre, il ne cesse d'en proclamer l'horreur, mais cette guerre incessante l'amène à son tour à faire en quelque sorte guerre à la guerre et guerre à la société. Alors l'œuvre va orchestrer ce désastre en une vision épique et cauchemardesque, ce qui, évidemment, ne l'empêche pas parallèlement de mener aussi une guerre, je dirais encore peut-être plus directe, à coups d'invectives et de pamphlets, puisqu'on connaît la virulence, la violence des pamphlets de Céline. Alors, de son côté, Artaud, qui est très différent, alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais je crois qu'il faut le dire, leurs enfances, par exemple, alors je ne vais pas axer tout mon développement là-dessus parce que ce serait trop long, mais leurs enfances sont très différentes. Elles sont très différentes. Je dirais que l'enfance d'Artaud est certainement plus bourgeoise, plus choyée, alors foncièrement catholique, hein, absolument catholique, et méditerranéenne. Bon. Et je pense qu'il s'oppose de ce point de vue-là à l'enfance qui est plus laïque, plus anti-dreyfusarde, hein, de Céline dans un passage Choiseul, qui est un passage commerçant. Et il me semble d'ailleurs, et c'est un point qui est véritablement à noter, qu'une de leurs grandes divergences, c'est la question de Dieu. C'est-à-dire que pour Artaud, le grand ennemi, comme le disait Henri Thomas très justement, le grand ennemi d'Artaud, c'est Dieu. Et cela d'un bout à l'autre de l'œuvre, d'un bout à l'autre du personnage. Parce qu'il a été, dans son enfance, imprégné, hein, comme il disait, par les eaux syphilitiques du baptême. Hein, il assimilait les eaux du baptême avec la syphilis, dont il a été atteint, enfin peut-être, on le croit, à un certain moment. Bien, alors que, inversement, chez Céline, il n'y a pas de Dieu. Je n'ai jamais vu de Dieu, il n'y a même pas ce qu'on pourrait appeler un athéisme militant. Parce que je sais bien que chez Artaud, il y a à la fois Dieu et puis l'anti-Dieu. Il y a des périodes où c'est le mystique qui communie tous les jours à Rodez, et puis après, ça va être l'athée absolument virulent. Mais l'un est le revers et l'envers de l'autre. Tandis que chez Céline, au contraire, il me semble qu'il y a une vision laïque et une perception laïque tout à fait fondamentale. Alors, ce serait intéressant, évidemment, parce que vous connaissez l'œuvre beaucoup mieux que moi, de savoir où et quand et comment est-ce que Céline parlerait de Dieu. Vous voyez, parce que, mais il me semble que ce n'est pas du tout pour lui la question, ou même une question, alors que pour Artaud, c'en est une cardinale. Bien, alors j'en viens maintenant à cette notion de guerre continuée, hein, que j'ai évoquée au départ, puisque c'était Artaud-Céline, destin croisé, la guerre continuée. Alors, je m'appuie pour ce faire sur une fameuse notion de Karl von Clausewitz, dans De la guerre, qui disait « La guerre, ça n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens ». Pour Clausewitz, effectivement, la guerre est envisagée comme la perpétuation, la prolongation, hein, de la paix. Bon, c'est une paix qui s'effectue sous d'autres manières. Mais tout va changer avec le développement des guerres de masse. Parce que ce qui est très important, et évidemment qui a été vu par énormément d'historiens, c'est la scission fondamentale qu'il y a eu, en particulier avec la guerre de 14. La guerre de 14 est une guerre de masse, hein,
énorme, qui a entraîné des moyens techniques considérables, qui a constitué d'ailleurs pour la médecine, pour la technique, pour l'architecture, pour un laboratoire incroyable, hein, extraordinaire et incroyable. Par exemple, la psychiatrie, moi, c'est le domaine sur lequel je me suis penchée, et également la médecine. Il y avait un matériel humain, il fallait, bon, évidemment, pour pouvoir soigner les blessés, inventer en permanence, donc les prothèses ont fait des progrès considérables, donc il y a eu, si vous voulez, un bouleversement radical. En même temps, évidemment, guerre de masse, le nombre, hein, des millions d'individus qui ont été confrontés les uns aux autres, et ensuite, il y a eu, au lendemain de la guerre, des blessés en nombre considérable, que la société civile n'a pas pu résorber. Hein. Et comme le dit un médecin important de l'époque, qui est d'ailleurs fondateur de la Ligue française d'hygiène mentale, il a bien dit, si vous voulez, que les blessés psychiques et tous les blessés psychiques de la guerre de 14, ils s'étaient retrouvés dans les asiles qu'ils avaient encombrés. Et encore en 1937, à la veille donc de la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai lu des rapports de médecins qui disent les hôpitaux sont encore encombrés, surencombrés, les hôpitaux psychiatriques, de tous ces malades qui viennent de la Première Guerre. Donc vous voyez, ça a été un séisme qui va avoir des réactions, des conséquences extrêmement profondes sur la société. Donc tout change avec le développement des guerres de masse, guerre longue de surcroît, parce que la guerre de 14-18, ils sont partis la fleur au fusil, on va régler ça en quelques jours, et en fin de compte, ça va durer plusieurs années terribles, avec, évidemment, d'abord une guerre offensive, puis une guerre de tranchées, et toute l'horreur, évidemment, de la guerre de tranchées. Alors la guerre, donc, à ce moment-là, en 14-18, elle change à la fois d'échelle et de nature. Elle en vient à échapper aussi à tous les codes d'honneur autrefois en vigueur. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer Céline. Hein. Céline, qui s'engage dans les cuirassiers et qui a quand même aussi cette idée, l'honneur, etc. Eh bien, il va se rendre compte que, en fin de compte, dans la guerre, au fur et à mesure qu'elle se déroule, etc., eh bien, on voit bien que il y a un phénomène de brutalisation, tous les codes d'honneur disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit de manière permanente, en particulier, aussi dans les récits de Poilu, parce que bien évidemment, j'ai été voir aussi les lettres de Poilu, les récits de Poilu, et non pas seulement les archives de psychiatrie militaire. Donc la guerre change complètement. Ce phénomène de brutalisation de masse, au lendemain de la guerre, après 19, eh bien, il va toucher cette fois-ci l'ensemble de la société civile. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de très important, que d'ailleurs Michel Foucault va très bien mettre en lumière dans son ouvrage, dans son cours du Collège de France, « Il faut défendre la société ». Il montre bien, effectivement, comment la brutalisation, comment les techniques de guerre vont envahir la société civile. C'est-à-dire qu'entre 19 et 39, eh bien, progressivement, vous voyez, il y a ce phénomène insidieux de transformation de la société civile. Alors, ce processus guerrier donc, ne s'achève pas avec la guerre, avec l'armistice. Il contamine les différents secteurs de la société civile du temps de paix. La guerre va laisser à sa traîne quantité d'errants, mutilés, gueules cassées, blessés psychiques et physiques, dont une part viendra grossir donc, le flot des asiles. Pour l'un comme pour l'autre, donc aussi bien pour Artaud que pour Céline, la guerre ne s'achève pas avec la signature de l'armistice. Alors ça, c'est quelque chose de très extraordinaire, parce que tous les deux l'ont dit. Voyez. Alors Céline, il le dit dès la guerre même, dès avant la fin de la guerre, dans les lettres à Simone Saintu, il lui écrit en lui disant que rien ne sera plus pareil comme avant, qu'on va entrer dans une ère complètement régressive, et ça c'est quelque chose. Donc la guerre, comme il le dit, ne peut pas finir. Voyez, elle ne finira pas d'une certaine manière, cette guerre-là. Et Artaud, alors c'est plus tardivement, se retournant sur son passé, il dira qu'en 1919, pour tout le monde, il dit, alors pour tout le monde, pour ceux qui revenaient chez eux, etc., d'une certaine manière, la guerre était finie. Ils avaient l'impression que la guerre était finie. Et Artaud dit, pour moi, elle n'était pas finie. Et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas finie pour lui, Antonin Artaud? C'est parce qu'il était entré dans le système des maisons de santé, dans un système d'anormalité, un renforcement de son anormalité, il se considère comme anormal,
Hein. Lui, comme il disait, il était débilisé, infantilisé, hein, demi-bachelier, réformé, il n'a même pas pu faire la guerre, voyez, donc anormal. Bon. Et c'est complètement quelque chose qui a été complètement ancré dans son psychisme et dans sa façon d'être. De surcroît, ah oui, il ne faut pas oublier ça parce que c'est extrêmement important, Artaud, 1920, hein, le jeune Marseillais qui sort des maisons de santé, il est conduit par son père à Paris et il est remis dans les mains du fameux docteur Toulouse. Docteur Toulouse, très grand médecin, extraordinaire médecin, qui a joué un rôle considérable dans l'entre-deux-guerres, hein, parce qu'il avait énormément d'acquaintances politiques. Donc, Toulouse, c'est à la fois un théoricien de l'hygiène mentale, mais c'est aussi quelqu'un qui va appliquer et qui va procéder à tous les systèmes d'application. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est tout à fait extraordinaire. Alors, en même temps, avec tous les problèmes qu'on verra, si j'ai le temps tout à l'heure un petit peu de parler de l'hygiène mentale. Alors, donc, j'en reviens rapidement à Foucault. Donc, la guerre ne peut pas s'achever. Elle se prolonge et se perpétue dans la société civile sous la forme de ce que Michel Foucault, retournant une célèbre proposition de Karl von Clausewitz, nommait un processus de guerre continuée. C'est désormais la paix qui prolonge la guerre, à l'aide de moyens que l'on pourrait nommer cette fois similaires. Donc la paix est complètement entachée, investie par des processus qui sont des processus guerriers. Et évidemment, il faudrait que je puisse vous montrer ça, en particulier avec l'hygiène mentale, parce que c'est tout à fait extraordinaire. D'où un pessimisme fondamental des deux, comme de Michel Foucault aussi à ce niveau-là. L'homme, durant cette guerre, à la première, a pratiqué un type de brutalité qui lui aura fait perdre le respect de l'humain. Et ça, c'est aussi quelque chose que Céline dit dans ses lettres à Simone Saintu. Il lui explique que l'homme a été trop loin, que l'homme a été... alors, évidemment, on peut se dire, est-ce que ça n'est pas fantasmatique? Parce qu'évidemment, la guerre, ça a toujours été une certaine forme d'horreur, mais il semble bien qu'il y ait, si vous voulez, une phase supplémentaire qui a été franchie. Et alors, pour Michel Foucault, évidemment, il y aura une autre phase supplémentaire qui va être franchie, en particulier par rapport à l'antisémitisme. C'est-à-dire que Michel Foucault, dans « Il faut défendre la société », nous déclare que, effectivement, l'antisémitisme, il y a très longtemps qu'il existe. Mais entre les deux guerres, hein, avec le fascisme, le nazisme et Hitler, bon, ça va devenir une loi d'État. Hein, c'est l'État, désormais, qui est antisémite. Et donc, évidemment, qui va s'octroyer tous les pouvoirs pour opérer ce qui avant n'était, enfin, pas uniquement fantasmatique, parce qu'il y a les pogroms, mais qui n'avait pas, évidemment, l'ampleur que ça va prendre une fois, si vous voulez, qu'un État de type dictature, hein, fasciste, va évidemment ériger l'antisémitisme en loi fondamentale. Bon, c'est désormais donc la paix qui prolonge la guerre, d'où un pessimisme fondamental, et Céline explique qu'on se dirige vers un système de régression généralisée. Donc l'entre-deux-guerres n'apparaît dans cette perspective que comme la lente et méthodique préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Très peu de temps, effectivement, séparent les deux guerres, 20 ans, à peine le temps de renouvellement d'une génération. La guerre n'est donc pas terminée, elle ne peut finir, et beaucoup voient déjà se profiler à l'horizon cette nouvelle guerre de 39-45, qui ne porte pas encore de nom, qui n'est pas encore 39-45, mais dont on prévoit l'avènement inéluctable. Artaud et Céline, tous les deux, alors je pourrais citer des tas de textes où ils disent qu'elle va arriver, qu'il va y avoir une nouvelle guerre. Voyez, et de ce point de vue-là, alors ils se présentent à la fois tous les deux, et ça aussi c'est très étrange, hein, tous les deux, à la fois comme des errants et comme des prévoyants. Alors, comme des errants, ça c'est le thème de l'errance qui est développé alors, à la fois totalement chez Céline et en même temps qui a une telle importance aussi chez Artaud. Céline, effectivement, il va se présenter comme un errant. Hein, il l'écrira aussi à Simone Saintu en disant, bon, voilà ce qu'il dit par exemple, « Presque tous ceux avec lesquels je suis parti en campagne sont tués. Les rares qui subsistent sont irrémédiablement infirmes. Enfin, quelques autres comme moi errent un peu partout, à la recherche d'un repos et d'un oubli que l'on ne trouve plus. Ce sera, ma chère Simone, le sort de beaucoup d'autres, et les errants qu'aura causé la guerre seront nombreux. » Et la lettre date du 31 juillet 1916. Donc, vous voyez, longtemps avant que la guerre ne se termine, il sait déjà ce qui va se passer au lendemain de la guerre, où effectivement on aura tous ces errants,
hein, dans l'Europe entière, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces problèmes, par exemple, d'encombrement des asiles psychiatriques, ça n'a pas été uniquement en France, en Allemagne, mais en Angleterre, etc. Dans tous les pays, on va avoir ces mêmes types de problèmes. Bien, alors, donc, la cohorte des errants, qui est quelque chose, effectivement, d'extrêmement important. Alors, on en arrive à l'idée, d'ailleurs, absolument terrible, d'une forme de guerre permanente. Et là aussi, je pense que ça touche aussi, et c'est pour ça que c'est très important, parce que ça touche aussi notre société. Nous sommes toujours dedans. On n'a pas quitté, vous voyez, cette perspective qui est née, finalement, avec 14-18, et qui fait que l'état de paix, c'est un état gangréné. Alors, vous me direz, de tout temps, les sociétés ont connu des principes guerriers dans les systèmes de paix. Bon, certainement, oui, c'est vrai, mais pas au niveau, vous voyez, il y a véritablement un saut qualitatif qui a été accompli. Un saut qualitatif qui fait que tout le processus, en quelque sorte, a changé de nature. Alors, à propos de l'errance, voici encore ce que dit, cette fois-ci, Artaud. En 1928, donc il dit ceci, il parle de lui-même, hein, le moi d'Antonin Artaud. Eh bien, c'est le moi de cet infirme, errant, et qui de temps en temps vient proposer son ombre, sur laquelle lui-même a craché et depuis longtemps, ce moi béquillard et traînant, ce moi virtuel, impossible, et qui se retrouve tout de même dans la réalité. Bon, donc lui aussi se présente comme un infirme. À la fin de sa vie, d'ailleurs, il écrira un mutilé de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il dira que lui aussi est un mutilé, un amputé de l'être. Lui aussi est un amputé. Donc il y a cette empathie et en même temps cette idée selon laquelle les troubles psychiques qui ont été les siens et qui ont atteint son corps, puisqu'il a été aussi atteint par la faim, bon, par toutes les pénuries, bon, et qui sont considérables. Hein. Artaud, à la fin de sa vie, il était complètement délabré physiquement. Bien. Alors, cette errance, elle va toucher absolument après toute leur vie. Alors, rapidement, on sait que Céline, il y aura, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, des années d'errance hein, qu'il va retrouver. Et Artaud, lui, il ne pourra en quelque sorte jamais se poser nulle part. Vous voyez, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, bon, il a vécu à Marseille, bon, 20 ans de sa vie, hein, probablement, enfin, qui étaient des années difficiles. Bon, enfin, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que c'est trop hors sujet. Mais ensuite, il va en quelque sorte, bon, donc, vivre 5 années d'asile, d'asile de maison de santé, qui vont lui mettre le pied en quelque sorte dans la maladie mentale. Ensuite, il va vivre à Paris des années très riches, mais en même temps des années qui sont toujours difficiles, sous la houlette du docteur Toulouse, qui est un médecin hygiéniste. Et médecin hygiéniste qui d'ailleurs possède en quelque sorte la double face de l'hygiénisme, parce qu'en même temps c'est à la fois un grand humaniste, un type aux idées très avancées, et en même temps, il préconise, par exemple, la stérilisation des malades mentaux. En même temps, si vous voulez, il proscrit les fêtes, parce que les fêtes énervent. Enfin, il y a une espèce de moralisme de Toulouse, vous voyez, qui est extrêmement grand. Et là, évidemment, il y a une liaison entre l'hygiène, hein, qui va être contre l'hygiène, hein, personne. Bon, on est pour l'hygiène. Et Céline, par exemple, est pour l'hygiène. Bon, mais on passe de l'hygiène médicale, on va dire, l'hygiène du corps, etc., à l'hygiène de la société. Alors, vous voyez, jusqu'à quel point, bon, alors évidemment, les taudifs ou les assainir, etc., etc., vous voyez, mais jusqu'où on va? Et puis ensuite, et ça touche aussi à nos problèmes de société actuels. Hein, on pourrait citer, par exemple, le problème tout simplement des Roms, mais il est évident qu'on touche à des problèmes qui sont similaires. Et ensuite, on arrive à l'hygiène mentale. Et alors là, l'hygiène mentale, évidemment, ça va être l'objet de toutes les dérives. Parce que vous imaginez bien que les questions de normalité et d'anormalité sur le plan psychique, c'est quelque chose de très difficile. Or, Toulouse, évidemment, veut gérer la maladie mentale, la gérer au mieux, et on comprend bien. Voyez, mais en même temps, l'hygiénisme se double, vous voyez, de ce qui se passe aussi en Allemagne, et à la même époque, d'ailleurs, il y a des congrès qui sont des congrès internationaux. Et il est aussi important, par exemple, de remarquer que les premières ligues d'hygiène,
et en particulier d'hygiène mentale, sont apparus avec les guerres, hein, en particulier avec la guerre de sécession américaine. Donc vous voyez que la notion d'hygiène et la notion de guerre, c'est très lié. Il faut peut-être arrêter. Ben, notre colloque est censé se terminer à 18h. Oui, mais enfin, je ne voudrais pas outrepasser. Si nous voulons avoir un temps de débat, je pense que ce serait raisonnable de se diriger vers votre conclusion aux alentours de 17h15. J'ai pas l'heure, donc j'ai encore un quart d'heure. Oui. D'accord. Parfait. Alors, donc, je vais un petit peu continuer avec la question de l'hygiène. Alors, la question de l'hygiène, vous voyez, c'est une question qui est absolument cardinale et qui en particulier, alors je le savais déjà quand j'ai écrit la biographie en 2006, mais dans le cas d'Artaud, elle est capitale, cette notion d'hygiène. Hygiène, la question de l'hygiène, de l'hygiénisme et de l'ordre. Alors, vous avez, par exemple, cette question de l'hygiène, Artaud déclare ceci, alors c'est en 1946, à la sortie de l'asile de Rodez, il est à Paris, et la guerre commence à revenir, et il dit « Et cette nuit, le rêve de la haute prison hygiénique allemande ». Alors, pas n'importe quoi, vous voyez, le rêve de la haute prison hygiénique allemande. Alors, pour comprendre ceci, d'ailleurs, il faut comprendre que la guerre de 14-18, hein, je vais parler de cette guerre-là, n'est pas revenue tout de suite et d'emblée chez nos deux écrivains. On sait très bien, par exemple, alors bon, je sais bien qu'il est tout à fait juste de dire que Céline est écrivain bien avant le voyage. Mais par contre, la guerre, bon, alors il y a les lettres de guerre, bon, qui sont des lettres très importantes, mais la guerre va revenir de manière fantasmatique, la guerre de 14, 17 ans après les combats qu'a réellement vécu Céline. 1914, il est blessé, 1932, le voyage au bout de la nuit. Donc, il y a un laps de temps très important. Chez Artaud, il y a eu ça aussi. Alors, chez Artaud, c'est encore beaucoup plus compliqué, je dirais, l'écart entre le moment où il a vécu les traumas et puis, en quelque sorte, l'abréaction. Alors, il y a quelque chose, par contre, quand même d'assez curieux, c'est que je pense qu'en un premier temps, chez Artaud, il y a eu un phénomène de camouflage. Il ne parle jamais de la guerre de 14, quasiment jamais. Ce que je vous ai cité, c'est les petits fragments. Bon, la guerre n'était pas finie pour moi, mais il y a très peu de choses. Donc, tout est camouflé et tout revient, alors d'abord dans les années 28, mais on ne s'en rend même pas compte. Alors, à partir du moment où j'ai travaillé sur la guerre de 14 et où j'ai relu tout Artaud, je me suis dit, mais c'est pas possible. Effectivement, dès l'ombilique des limbes, dès l'art et la mort, dès les premiers textes, il y a des textes dans lesquels on trouve le vent des obus, enfin bon, le terme n'est pas prononcé, mais il y a tous les mêmes effets, les cadavres, enfin, on retrouve exactement tout ce qu'il a dû vivre ou connaître par l'intermédiaire de ses camarades, qui, eux, avaient peut-être vécu plus encore que lui. Et de la part de Céline, de la même manière, ça revient plus tard. Alors, chez Artaud, la guerre de 14, elle va revenir surtout durant la période de Rodez. C'est-à-dire, à partir de 1945, dans les cahiers, on voit apparaître les dessins. Alors, les dessins qui concernent la guerre, qui concernent les obus, les tanks, etc. Mais les tanks, ce sont les tanks de la Première Guerre mondiale qu'il dessine, voyez, et pas les tanks de la Deuxième Guerre. Donc, tout revient parce que c'est ce qui avait été vécu de manière traumatique dans l'adolescence. Donc, ça revient très, très tardivement. D'où ce terme, hein, cette nuit, le rêve de la haute prison hygiénique allemande. Et alors, je vais vous lire par ailleurs un passage de Céline à propos de l'hygiène. Bon, puisque évidemment, Céline a été un fervent partisan de l'hygiène, hein, puisque évidemment, son beau-père, le docteur Follet, était également un grand partisan de l'hygiène. Alors là, il écrit toujours à Paras et il lui dit « L'hygiène, c'est le 3/4 du bonheur. Tu sais que je suis un très vieil hygiéniste, 35 ans de pratique. Mon beau-père Follet fut un grand hygiéniste. Oh, merde d'Indus et des Indus. En Afrique tropicale, tu sais, c'est rare qu'au matin, on ne trouve pas 1 ou 2 scorpions dans ses godillots. Au début, on se donne le mal de les écrabouiller, les dangereuses horreurs. Après, on les rejette au loin, c'est tout. On secoue le godillot. » Donc, vous avez Céline, évidemment absolument partisane d'hygiène, mais qui tout d'un coup secoue le godillot. Hein, il laisse l'hygiène s'estomper et aller en quelque sorte au-delà de lui-même. Hein, il ne veut pas trop
hein, on pourrait le dire, d'hygiène. Et ça, je crois que c'est assez important, parce qu'à un moment, il dira effectivement que l'hygiène, eh bien, en fin de compte, ça affaiblit, ça peut aussi affaiblir. Hein. Et il parlera d'ailleurs de navet à propos de l'hygiène et à propos de l'hydrothérapie. Alors c'est assez intéressant parce que effectivement, le médecin de Paras, à un certain moment, avait voulu lui faire subir de l'hydrothérapie et Céline lui dit non, il ne faut pas en faire de trop, l'hygiène ça va un peu, donc ça crée, l'hydrothérapie, ça crée des navets. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Artaud lui-même, dans les maisons de santé, évidemment, à l'époque, il a dû être soigné en partie par l'hydrothérapie. Et celle qui a été sa fiancée à un moment, vers la fin des années 30, enfin vers 35-36, elle raconte comment Artaud avait tout un rite à l'époque d'ablution très importante. Hein. C'était tout un rituel, donc l'hydrothérapie, mais en même temps, Artaud était, on pourrait dire, anti-hygiène, hein, même on pourrait dire de cette manière corporellement, puisqu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que Artaud, en fin de compte, même certains disent qu'il était crasseux, hein, et pas seulement du temps de l'asile, mais avant, et Ferdière lui dira qu'il avait beaucoup de mal à l'asile, à l'obliger à se laver, etc. Donc l'hydrothérapie. Et donc, vous voyez, toute cette problématique de l'hygiène d'abord corporelle, physique, et qui en plus, après, évidemment, passe à des questions d'ordre sociétal. Alors, la question de l'hygiène, donc c'est une question capitale. On fait la guerre aux microbes, et dans l'entre-deux-guerres, ça a été une grande époque, évidemment, de chasse aux microbes. L'hygiène et l'hygiène mentale, qui connaît un développement foudroyant. Et sur le plan, évidemment, de l'antisémitisme, on sait bien que le juif, lui aussi, deviendra un poison, un rat, un microbe. Alors pour Artaud, la mythologie est différente. Le microbe, pour Artaud, c'est Dieu. Hein, c'est quelque chose qui dira, en particulier, vous savez, dans la fameuse émission interdite, pour en finir avec le jugement de Dieu, Dieu est un microbe, hein, et un mauvais et un méchant microbe. Alors ça, c'est la période, évidemment, d'athéisme fondamental. Ce n'est pas quelque chose que vous trouveriez, évidemment, chez Céline, cette idée. Alors, la tenaille hygiéniste, hein, qui est aussi bien mentale, sociale et médicale, joue un rôle fondamental dans l'entre-deux-guerres et se voit relayée et dévoyée, c'est ça l'important, elle est dévoyée par l'idéologie nazie. Artaud et Céline vont s'y retrouver pris tous les deux. Céline, médecin, auteur d'une thèse sur Semmelweis, médecin qui joue un rôle de premier plan en ce qui concerne les méthodes de prophylaxie et d'hygiène mentale, défenseur de l'hygiénisme, mais qui évidemment, à un certain moment, émet en quelque sorte un bémol par rapport à ça. Alors, excusez-moi, madame, je vais vous demander de vous diriger vers votre conclusion. Parfait. Après 1h10 de conférence. Oula. Donc, alors, je vais terminer sur la notion de destin, très rapidement. Donc, la notion de destin croisé. Alors, j'avais parlé de destin croisé. Alors, la notion de destin, ce n'est pas une notion que j'utilise fréquemment en tant qu'historienne ou théoricienne, si vous voulez. Mais par rapport à ces deux guerres, il m'a semblé que la notion de destin et de fatalité était quelque chose d'important, parce que les individus, aussi bien Artaud que Céline, que les millions d'individus qui ont été pris dans la tenaille, se sont retrouvés face à ce qu'on peut appeler des machines à broyer. Voilà, je vais terminer. En m'excusant de la longueur et de l'emballement.